Bonsoir à toutes et à tous. Nouveau numéro de On dit tout sur Afrique Libre TV. Aujourd'hui, nous parlons de la situation politique en Guinée-Bissau avec nos consultants habituels, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Yannick. Bonsoir Martial et bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Comment tu vas? Je vais très bien. Plaisir de vous avoir encore sur ce plateau aujourd'hui. Partagé, Martial. Bonsoir Amen. Bonsoir Martial et bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent tous les soirs sur Afrique Libre TV. D'accord. Alors, parlons de la situation politique en Guinée-Bissau. Il y a quelques jours, le président Umaro Embalo Sissoko a annoncé officiellement sa candidature pour se présenter aux élections du 30 novembre, revenant ainsi sur sa décision de ne plus se représenter. Cette volte-face intervient dans un contexte déjà marqué par des tensions politiques, notamment l'expulsion récente d'une délégation de la CEDEAO venue pour faciliter le dialogue national. Alors Yannick, aujourd'hui Embalo Sissoko qui expulse la CEDEAO de son territoire, qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation-là ? Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, avec son désir manifeste de se maintenir et de s'agripper au pouvoir, est en train de plonger son pays dans un chaos politique sans précédent. Bon, ce n'est pas étonnant, puisque ce pays nous a habitués à des coups comme ça, à des crises politiques, à des tensions sociales, à des coups d'État par-ci, par-là. Bon, mais cette fois-ci, c'est un peu particulier parce que nous avons un président qui est en train de se retourner contre une organisation qui lui a tout donné, une organisation qui est la CEDEAO qui lui a tout donné. Aujourd'hui, voir Embalo Sissoko adopter une position hostile, voire agressive contre la CEDEAO, c'est vraiment étonnant. Il est carrément en train de se retourner contre ses anciens collègues. Je vais dire même ses anciens partenaires de crime. Parce qu'il faut le rappeler, Embalo Sissoko a été le président. Il a présidé la CEDEAO entre mi-2022 et mi-2023. Et on sait tous qu'il a pesé de tout son poids pour exercer une pression inhumaine sur certains pays, comme le Mali et le Burkina Faso, qui traversaient une période vraiment difficile de leur histoire. Et il est allé même loin, en collaborant avec les impérialistes, pour mener des actions de déstabilisation, notamment au Burkina Faso. On se souvient toujours de l'attaque, de la tuerie de Karma. Une tuerie qui a coûté la vie à des milliers de Burkinabés. Et Embalo a taxé, ou bien a qualifié cette attaque de génocide. Il a parlé de génocide. Et le but derrière, c'est quoi? C'est de créer des situations ingérables au Burkina Faso afin que la France et ses autres alliés et ses valets locaux prennent position de ces pays. Et aujourd'hui, on peut dire que le vent a soufflé. Les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, savent maintenant, ces pays, ils sont maintenant à quoi s'en tenir. Voilà, je peux dire qu'ils sont sortis de l'auberge. Et c'est maintenant au tour de Embalo Sissoko d'être dans la ligne de mire de la CEDEAO. Alors, on sait tous que son mandat est terminé depuis le 27 février et que normalement, il devra organiser les élections entre novembre et décembre 2024. Mais il a unilatéralement repoussé ces élections-là, et ce qui a provoqué le courroux, le mécontentement de la classe politique bissau-guinéenne, notamment l'opposition qui ne reconnaît pas, ou bien qui ne reconnaît plus la légitimité de son mandat, et l'opposition même est en train d'inciter la population à se révolter. Et nous sommes en train, ou bien la Guinée-Bissau est sur le bord d'une crise sans précédent. Alors, il faut dire que cette réaction de Embalo Sissoko vis-à-vis de la CEDEAO montre une chose claire et simple. CEDEAO, je vous connais, je connais bien vos magouilles. Ce que vous êtes en train de faire là, arrêtez-moi ça tout de suite. Je sais comment ça fonctionne. Je suis de la maison et de quitter mon pays. Voilà. Et cela, on dit beaucoup sur la légitimité de la CEDEAO. On l'a toujours dit sur ce plateau que la CEDEAO est une organisation qui est déjà finie, une organisation qui est enterrée, une organisation qui n'a plus de crédibilité. Et Embalo Sissoko, lui, qui a fait la maison, lui qui fait partie du système, lui qui est en train de dire ça, mais qui sommes-nous pour le contredire?
Alors, Amen, la même question te revient. Embalo qui expulse la CEDEAO. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation-là? Alors, pour être franc, je pense que le président Embalo Sissoko, c'est un profito situationniste. Parce que quand vous prenez Embalo en tant que président, c'est un pur produit de la CEDEAO. Vous en souvenez très bien, après les élections de 2020 qu'il a menées au pouvoir, ils avaient dans le pays, il y a une contestation post-électorale. C'est-à-dire une crise post-électorale qui n'a pas dit son nom à l'époque. Et que la CEDEAO, en dépit de tout ce qui est comme crise ou bien revendication venant de l'opposition, la CEDEAO a reconnu Embalo en tant que président, sans même que la Cour constitutionnelle n'a pas donné son OK. Et à l'époque, le président Embalo a fait comprendre à l'opinion que la seule institution à avoir habilité à reconnaître l'élection, c'est leur fameuse CNE, c'est-à-dire la Commission nationale électorale. C'est elle qui est vainqueur d'une élection, que ça ne revient pas à la Cour constitutionnelle. Donc, du moment où la CEDEAO a accepté les résultats proclamés par cette CNE, ça a pris quand même le temps, mais c'est en septembre que la Cour constitutionnelle a vraiment, parce que la CEDEAO a déjà donné son OK, la CEDEAO a reconnu Embalo en tant que président et nouvellement élu. Mais du moment où la CEDEAO a déjà reconnu ça, la Cour constitutionnelle s'est alignée sur cette décision-là. Mais aujourd'hui, Embalo, le président Embalo, fait contre la CEDEAO. Voilà, non seulement il se retourne contre la CEDEAO, parce que du moment où c'est la Cour constitutionnelle qui a reconnu tardivement ce sont l'élection, maintenant il voulait s'aligner plutôt sur le résultat proclamé par la Cour constitutionnelle en septembre, au lieu de reconnaître le résultat proclamé par le CNE en février. Parce que déjà en février, lorsque leur fameuse CNE a reconnu son élection en tant que président, il a directement prêté serment en février. Oui. Mais comment est-ce que tu peux prêter serment en tant que président et tu dis que tu commences ton mandat en septembre? C'est pourquoi je dis Embalo Sissoko, c'est un profito opportuniste ou bien situationniste. C'est ça. Donc aujourd'hui, ils se prévalent d'une certaine souveraineté pour narguer la CEDEAO. En fait, c'est ça. Hein. Nous devons reconnaître que la loi de cultivateur s'applique aujourd'hui et en Guinée-Bissau, surtout au niveau de la CEDEAO. C'est-à-dire ce que tu sèmes, tu dois récolter. C'est-à-dire ce que la CEDEAO a semé, il est en train de récolter. Parce que quand vous prenez Embalo Sissoko, c'est un profiteur. L'autre fois, avant même de poser sa candidature, parce qu'il sait très bien que avec cette situation, quand il veut tourner le dos, bien veut affronter la CEDEAO, il va recevoir les pourreaux de la France et des impérialistes. Donc, il a profité pour aller directement en Russie, pour être soutenu là-bas, avant de revenir poser sa candidature. Même si sa candidature n'est pas illégitime, mais moralement, c'est pas bien. Du moment où toi-même, tu as écouté le conseil de ta femme, comme quoi, poser encore ta candidature, c'est pas une bonne chose, ça ne te présente pas, parce que c'est comme si tu veux encore retourner la population contre toi-même, parce que quand vous prenez même l'Assemblée, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a dissous l'Assemblée deux fois de suite. Oui. Donc, ça veut dire que la population, en fait, ne sont pas avec lui. Mais bon, il est en train de forcer les choses malgré lui. Ok, alors, parlons de cet incident-là, après cela, et sa tournée en Europe, en Russie, en France et aux Émirats Arabes Unis, si je ne me trompe pas. Il a annoncé officiellement son second mandat, qu'il va participer aux prochaines élections du 30 novembre, date que lui-même il a fixée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette candidature? Est-ce que vous pensez que c'est une réponse, si on peut le dire, à la provocation de la CEDEAO? Alors, et pour revenir sur ta question, je vais dire que d'abord, le président Embalo, c'est quelqu'un d'ambivalent. C'est-à-dire, il dit quelque chose le matin, le soir, il change. D'abord, pour sa candidature, il avait dit qu'il va faire un seul mandat, que finalement, le pouvoir ne sert à rien, que la vie continue après le pouvoir, qu'il voulait partir, les mains libres et tout. Mais finalement,
il nous a fait comprendre qu'il va encore se représenter. Ça, c'est un. Avant, il a dit que les élections, finalement, vont se tenir le 30 novembre. Oui. Mais hier, dimanche, il a rencontré quelques groupuscules d'opposition, quelques caterons. Et puis, il est revenu sur cette décision aussi que les élections vont se tenir finalement le 23. Donc, c'est un gars qui n'est pas stable. C'est un monsieur qui n'est pas stable. Yannick vient de parler dans son intervention tout à l'heure, lorsqu'il était président d'exercice de la CEDEAO, on sait comment il a été téléguidé, manipulé par les puissances impérialistes pour mettre la pression sur les pays membres de la... Bon, à l'époque, ils n'ont pas encore dans cette collaboration, bien dans cette commission qu'on appelle aujourd'hui AES, sur le Mali et sur le Burkina Faso. On sait comment il a été... Parce que lorsque l'attaque de Karma, le 20 avril 2023 a eu lieu, ce monsieur, il a tweeté sur son compte X aujourd'hui que non, il va falloir que ceux qui ont perpétré ces attaques-là répondent de leurs actes devant la CPI. Oui. Que cette attaque a dépassé le cadre simple d'une attaque et que c'est un génocide. Oui. Sans même faire allusion aux autorités qui dirigent à l'époque le pays. C'est-à-dire, bon, il a manifesté sa compassion à l'endroit des victimes, sans faire allusion aux autorités qui dirigeaient le pays à l'époque. Ça veut dire que, à l'époque, dans l'intention, ou bien quand vous prenez dans la tête de tout le monde, c'est comme les militaires qui ont pris le pouvoir à l'époque, c'est eux qui sont derrière ces attaques-là. Et c'est à ces militaires-là que le président Ballo s'adressait à l'époque. Aujourd'hui, il se prétend être souverainiste jusqu'à ce que demande à la CEDEAO de ne pas s'approcher de son pays. Mais à quel moment il a changé de veste? C'est la question que nous nous posons. À quel moment le président Ballo a compris que être souverainiste offre une autorité pour diriger son pays? Mais à l'époque où il a été avalisé par la CEDEAO lorsque les élections ne sont pas à sa faveur, en ce moment-là, il ne parle pas de souverainiste. Mais ça veut dire que aujourd'hui, il va falloir que nos chefs d'État arrivent à être cohérents envers eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est devenu ridicule et de dire quelque chose le matin et le soir, changer ça le soir. C'est vraiment important. Vraiment. C'est vraiment important. Et en même temps, je me tourne vers Yannick et je te repose la même question. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette candidature-là? Écoute, Martial, un président dont les décisions politiques viennent directement de sa femme, on dit beaucoup sur ce président-là, sur son mandat et sur sa capacité à gouverner son pays. Et il vient de le dire garadement que c'est ma femme qui m'a conseillé. En monovision, il a dit publiquement, sans vergogne. Mais quand même, il est à remarquer qu'il n'a pas écouté les conseils de sa femme pour se présenter encore. Peut-être c'est sa femme qui a changé d'avis. On ne sait pas. Peut-être c'est sa femme qui a changé d'avis. Il est tellement versatile, tellement imprévisible, mais ça, ce n'est pas la marque d'un président. Amel vient de le dire, au fait, le fait que Embalo Sissoko veuille se représenter n'est pas mauvaise en soi. La Constitution ne lui interdit pas cela. Mais ce que moi je peux reprocher à Embalo et aux autres présidents qui essaient de faire la même chose, c'est cette vilaine manie à jouer sur la psychologie des populations africaines qu'ils dirigent. Ils ont tendance à considérer leur peuple, excusez-moi le terme, comme des bêtes. Alors, ils viennent au pouvoir et ils disent gaillardement, voilà, je vais faire un seul mandat, le pouvoir ne m'intéresse pas, nanani, nanana. Mais il faut savoir qu'un seul mandat, 5 ans ou 7 ans, c'est très peu pour relever le niveau économique, politique, social dans le pays. C'est très peu. Et ils viennent s'ériger en, comment dire, en démocrate, celui qui n'a pas l'envie, bien celui qui n'a pas soif du pouvoir, il est là juste pour... Non, ce n'est pas ça. Il faut que ces présidents-là soient pragmatiques et il faut qu'ils arrêtent de jouer sur la psychologie des gens. Et je l'ai dit, un mandat, c'est très peu. C'est ça, soyons-en sûrs, reconnaissons-le. Et aussi, en dehors du fait qu'un seul mandat, c'est très peu, il faut aussi rappeler en fait, comment dire, le pouvoir, ça use. Le pouvoir, avec les avantages que ça a, ça pousse à s'y maintenir. Et Montesquieu l'a même dit, que toute personne, quiconque a le pouvoir, sera tentée ou bien sera portée
et à en abuser. Oui. Et raison pour laquelle lui-même, il a déjà préconisé le pouvoir pour contrôler le pouvoir. Ce que je veux dire par là, c'est la mise en place des institutions de force. Et en Guinée-Bissau, on ne peut pas parler d'institutions force. Regardez, il s'est permis de dissoudre le Parlement par 2 fois lors de son mandat. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est même pas encore restituée. Voilà, il n'a pas organisé les élections législatives. Et voilà, et regardez un peu l'état de la Cour suprême. Oui. La Cour suprême est téléguidée et la Cour suprême est manipulée par un ballot. Donc on ne peut pas parler d'institution force. La CENI, qui a proclamé les élections portant un ballot au pouvoir, il a prêté serment une date, mais le début de son mandat commence à partir du temps bien de la date après la prêté serment. Le fait que la Cour suprême vienne valider cette élection ne remet pas en cause la date de son mandat. Cette validation rétroactive vient seulement donner la légitimité à son mandat. Donc normalement, le 27 février 2025, Embalo devrait déguerpir de ce pays-là. Donc tout est à refaire. Alors, pour répondre à ta question, oui. Est-ce que c'est une réponse à ce que la CEDEAO est en train de faire? Bon, je peux dire, pourquoi pas? Mais ce qui est sûr, c'est que Embalo voulait depuis se représenter. C'était prévu. Déjà, le fait même de dissoudre l'Assemblée, l'Assemblée qui composait, ou bien l'Assemblée qui était composée majoritairement de l'opposition, ben voilà, ça en dit beaucoup sur les intentions cachées de Embalo. Donc, nous attendons tous la CEDEAO, on l'attend au tournant, on verra ce qu'elle va faire. Mais la question qui intrigue aujourd'hui, c'est pourquoi, depuis l'annonce de sa nouvelle candidature jusqu'à maintenant, la CEDEAO n'est pas réagi, alors que jusqu'à la fin de leur séjour et au départ précipité de la terre bissau-guinéenne, ils n'ont pas trouvé vraiment, si on peut le dire, un aboutissement au dialogue national qui doit être mené et à la feuille de route qui doit être mise en place pour les élections prochaines. Lors de l'intervention de Embalo par rapport à l'explication en fait, de la menace qu'il a eu à perpétrer, la menace d'expulsion qu'il a eu à lancer contre la délégation de la CEDEAO, il a taxé la CEDEAO d'organisation inefficace. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire. On l'a dit tout à l'heure, qu'il a fait partie de cette organisation-là et il fait partie du système, il sait comment ça fonctionne. Et cette léthargie ou bien cette inefficacité qu'on reproche, mais qu'on a toujours reproché à la CEDEAO, c'est quoi? Déjà, nous venons de le dire, Embalo devrait organiser les élections en novembre 2024. Normalement, du moins les élections législatives, étant donné qu'il a dissous l'Assemblée. Oui. Donc, la moindre des choses, c'est d'organiser les élections dans les 2 ou 3 mois qui suivent. Mais la CEDEAO n'a rien dit à propos de ça. Ce n'est pas maintenant que la CEDEAO va venir jouer les gros bras ou bien jouer les pompiers pyromanes. Non. Elle devrait s'auto-saisir, elle devrait réagir avant. Elle ne l'a pas fait. Regardez, aujourd'hui, elle est arrivée avec sa délégation et quand elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas fichue de rassembler toutes les classes politiques. Ce qui a suscité le mécontentement de Embalo Sissoko, qui les a carrément expulsés de son territoire. Mais quand même, parlons de cela pour venir à Amen. Pourquoi est-ce que la CEDEAO n'a pas réagi jusqu'à maintenant, alors qu'ils n'ont pas encore trouvé d'aboutissant pour la question politique en Guinée-Bissau? La CEDEAO ne peut pas réagir parce que quand vous prenez le président Embalo Sissoko, il fait partie des avatars interventionnistes de la CEDEAO. Parce que quand vous prenez même la CEDEAO, lorsqu'il s'est agi du renversement du pouvoir au Burkina Faso, en ce moment-là, Embalo était le président en exercice de la CEDEAO. Donc, tout ce qui se disait en coulisses entre les impérialistes et le président de la CEDEAO, Embalo est au courant de tout. Et les présidents qui ont participé à sa sortie hasardeuse, et concernant les militaires qui ont massacré, les supposés militaires qui ont massacré la population à Karma, et tout ce qui se disait, tout ce qui a été planifié, Embalo était au courant. Mais du moment où Embalo est aujourd'hui dans une situation vraiment critique, il veut l'intervention de la CEDEAO. Parce que lorsque la CEDEAO, cette délégation de la CEDEAO est atterrie en Bissau, c'est pour voir établir un calendrier d'élection ou bien de voir. Parce que Embalo ne s'attendait pas à ce que cette délégation rencontre l'opposition. Oui, c'est là où le bas blesse, parce que c'est ce qui n'a pas plu à Embalo. Et puis il a dit à cette commission-là de quitter son territoire. Sinon,
Mbalo savait que cette délégation allait arriver sur son territoire et il y avait une feuille, comment vous appelez ça? Une feuille de route. Une feuille de route oui. bien établie. Oui. Mais le fait de rencontrer l'opposition n'a pas plu à Mbalo. C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, il fait semblant de tourner dos à la CEDEAO. Mais moi, la question que moi je me pose personnellement, est-ce que lorsque il s'agira encore du sommet de la CEDEAO, est-ce que Mbalo va participer? Parce qu'on sait comment les élections s'organisent en Afrique, surtout dans un pays comme Guinée-Bissau, où Mbalo, peu importe la manifestation de l'opposition ou bien la manifestation de la population en son encontre, il va essayer de gagner les élections. Maintenant, lorsqu'il il a dit qu'il va se présenter, mais il va gagner. Voilà. Il a précisé qu'il va gagner. Il va gagner. Donc, tout, s'il te plaît. Donc, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il va gagner ces élections-là, est-ce que lorsqu'il s'agira encore du sommet de la CEDEAO, Mbalo va participer? C'est la question que moi je me pose. Mais ce serait vraiment une grande illusion de sa part de penser que les pays de l'AES ou bien les dirigeants de l'AES vont l'accepter les bras ouverts comme ça, connaissant sa traîtrise envers eux. Donc vraiment c'est illusoire de sa part. Mbalo est tout sauf un souverainiste. Il pense qu'il suffit de crier que moi je suis un souverainiste, je veux ci, je veux ça, pour accepter, pour faire et pour accepter l'adhésion de la population africaine. Non. Aujourd'hui, c'est un nouveau vent qui souffle en Afrique. Tous les paysans corrompus et la population africaine, voilà. Voilà. Donc, il ne suffit pas de crier, être souverainiste et se faire accepter par tout le monde. Peut-être que c'est cette souveraineté-là qu'il voudrait vraiment montrer au monde. C'est pour ça qu'il tourne le dos à la CEDEAO. Non, mais écoutez, ce n'est pas Mbalo n'est pas un président souverain. C'est un président qui a été téléguidé jusqu'à la veille où il a demandé à la CEDEAO de quitter son territoire. C'est parce qu'il a vu que l'acte que la CEDEAO est en train de poser en ce moment va à l'encontre de son projet. C'est pourquoi il a retourné sa veste. Maintenant, quand tu as retourné sa veste, c'est pourquoi il est parti d'ailleurs en Russie pour avoir un peu de soutien de Vladimir Poutine au cas où la France va décider de lui rendre son compte ou bien de régler son compte à travers la CEDEAO. Parce que, après tout, Guinée-Bissau est un pays lusophone, ce n'est pas un pays qui a été colonisé par la France. Donc, la France n'a pas tellement d'emprise sur ce pays si ce n'est pas à travers la CEDEAO. Donc, il voulait avoir le quitus de Vladimir Poutine pour pouvoir lancer ses invectives à l'endroit des présidents de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, il se tire une balle dans les pieds tout simplement parce qu'aujourd'hui, il fait face d'eau. En fait, il veut tourner dos à la CEDEAO. Mais moi, je ne pense pas que les pays de l'AES vont l'accepter comme ça. Alors, Yannick, parlons de l'AES qui dénonçait le fonctionnement de la CEDEAO avant son retrait, surtout par rapport à leur intervention sécuritaire et politique dans les pays. Et au vu de la situation aujourd'hui entre la CEDEAO et Embalo Sissoko, est-ce qu'on pourrait dire que l'Alliance des États du Sahel avait raison? Oui, ces trois dirigeants, les dirigeants de ces trois pays, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, eh bien, ils ont raison. Quand ils dénonçaient les pratiques inhumaines de la CEDEAO, eh bien, on les avait pris pour des fous. Or, c'est eux qui ont raison depuis le début parce que vous ne pouvez pas prétendre être une organisation régionale qui se soucie voilà, du bien-être des populations et au même moment lancer des menaces inhumaines, des sanctions inhumaines contre ces populations. C'est impossible. Donc, les pays de l'AES, ils ont bien fait de voir ça depuis le début et ils ont agi en conséquence. Ils ont agi en conséquence en créant leur propre organisation. Et je crois que les autres pays doivent faire de même. Ouais. La CEDEAO n'est plus une organisation. La CEDEAO n'est plus une organisation qui est fiable. La CEDEAO, elle est morte, elle est agonisante, elle est enterrée. Et je crois que ce que Mbalo est en train de faire est en train de donner raison à ces pays-là. Alors, on est presque à la fin de notre émission. Amène une minute pour nous donner votre avis sur la question. Alors, j'ai dit ça au début, je vais le réitérer. Et Mbalo, c'est un profiteur situationniste. Parce que quand vous prenez les pays de l'AES, ces trois pays font face à une situation sécuritaire. Ce qui n'est pas le cas dans le pays de président Nsoussissou. Voilà, parce que
ceux qui font partie encore de cette CEDEAO et sont là de corps, mais pas d'esprit. C'est-à-dire, ils sont là, ils assistent à leurs réunions, mais leur esprit est ailleurs. C'est le cas de Mbalo Sissoko, parce que Mbalo Sissoko a trouvé une opportunité pour pouvoir acter sa sortie. Parce que moi, je ne vois pas un certain Mbalo, en fait, parce que je l'ai dit, et c'est un président ambivalent, il peut dire quelque chose le matin et puis revenir dire quelque chose d'autre le soir. Donc, il peut... En fait, on peut s'attendre à tout avec ce président. Mais pour donner raison à l'AES, oui, c'est vrai, parce que la CEDEAO est agonisante, la CEDEAO est à son apogée, donc nous assistons à son déclin. Et aujourd'hui, c'est Guinée-Bissau. Demain, ça peut être encore un autre pays, parce que la CEDEAO, par le passé, a beaucoup gaffé et elle continue toujours à poser des actes incohérents à l'endroit des pays membres. Alors, si les pays comme la Guinée-Bissau, qui aujourd'hui réclame sa souveraineté, veut le faire avec l'adhésion de sa population, là, on peut applaudir. Mais aller à l'encontre de sa population et dire qu'il réclame sa souveraineté, c'est là où le bas blesse. Alors, si tu permets, Martial, je l'ai dit et je vais le redire, la CEDEAO, elle est attendue au tournant par rapport à cette crise. Sa gestion de cette crise-là va déterminer la suite de son existence. Si elle est vraiment finie, comme nous le disons, ou bien si elle a encore de beaux jours devant elle. Donc, c'est le wait and see. On attend de voir. On reste toujours avec vous pour votre mot de la fin. Moi, j'invite le président Sissoko Embalo de faire preuve de réalisme politique. Il ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Qu'il se décide, qu'il organise les élections le plus tôt, le 23 novembre, c'est trop long. Il a déjà terminé son mandat. Il faut qu'il voie sa population, qu'il voie le bien-être, le bonheur de ces populations, parce que c'est eux, après tout, c'est les populations qui vont payer de cette crise-là, parce que l'opposition est en train d'encenser ces populations. L'opposition, on sait tous comment l'opposition, bien les partis politiques fonctionnent. C'est les peuples qui seront les chairs canons si l'issue de si cette affaire-là ne trouve pas solution. Donc, voilà. Alors, Amen, votre mot de la fin. Alors, mes mots de fin iront à l'endroit du président Mbalo Sissoko. Pour le dire, c'est vrai d'être un souverain, mais il doit comprendre aussi que le peuple est souverain. Quand le peuple est un peu plus souverain, un peuple décide ce qu'il veut. Si le peuple ne veut plus de Mbalo à la tête de la Guinée-Bissau, il va falloir que le président arrive à comprendre cela. Il ne faut pas réclamer la souveraineté et puis aller à l'encontre de la population. Alors, s'il voulait faire allusion à ce qui se passe dans le pays de l'AES, les pays de l'AES, les dirigeants qui sont à la tête de leur pays, arrivent à écouter la population. Parce que c'est la population qui a demandé à ces trois dirigeants-là d'acter leur sortie de la CEDEAO. Alors, si aujourd'hui, le peuple guinéen veut sortir de la CEDEAO, est-ce qu'il veut avoir... le président Mbalo à leur tête? Moi, je ne pense pas. Donc, si le président Mbalo réclame la souveraineté, il doit comprendre aussi que le peuple aussi est souverain. Alors, merci Amen, merci Yannick. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.